J'étais en retard pour rencontrer la mère millionnaire de mon fiancé. J'ai discrètement payé $150 pour une femme en difficulté à Walmart. Quand je suis entré dans le manoir. Mon fiancé a sourioté à DIT, tu l'as déjà rencontré. La première chose dont je me souviens, c'était le visage de Daniel, pâle, furieux, et murmurant entre ses dents serrées. Tu as 17 minutes de retard, Anna. 17, c'est comme ça que tout a commencé. La nuit la plus humiliante, la plus miraculeuse de ma vie. La nuit où je suis entré dans un manoir en m'attendant à être jugé, et d'où je suis ressorti en ayant appris la seule leçon que j'avais passé ma vie entière à essayer d'enseigner aux autres. Mais avant ce moment, avant les sols en marbre et les murmures furieux, il y a eu un simple email qui a tout changé. Il est arrivé un mercredi après-midi gris, alors que je terminais des papiers à l'organisation à but non lucratif où je travaillais. L'objet disait « Invitation à un dîner formel. Présence requise ». Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un spam, mais j'ai ensuite vu l'expéditeur, Huxley et Reeves, cabinet d'avocats. Je me souviens l'avoir fixé, le bourdonnement du bureau s'estompant dans le silence. L'email n'était pas seulement une invitation. C'était une convocation. Un unique et froid paragraphe indiquait que Madame Margaret Huxley, la mère de Daniel, demandait la présence de son fils et de sa compagne, Mademoiselle Anna Walker, pour un dîner formel à sa résidence privée. Pas de RSVP, aucune chaleur, juste un ordre d'une femme dont l'approbation pouvait apparemment décider du sort de ma relation. Daniel m'avait prévenu. Ma mère ne fait pas dans le décontracté, avait-il dit. Avec elle, tout est un test. Il l'avait dit comme un homme qui avait passé sa vie à marcher à travers des champs de mines invisibles, terrifié à l'idée d'en déclencher un. Ce soir-là, autour de plats à emporter et d'un café tiède, il m'a tendu une liste imprimée, de véritables règles pour survivre au dîner. Ne parle pas de ton travail à l'association. Elle pense que la charité, c'est pour les gens qui échouent en affaires. Ne mentionne pas tes parents. Ils sont trop ordinaires. Tiens-t'en à des sujets neutres. L'histoire de l'art, peut-être l'économie. Sois exactement à l'heure, ni en avance, ni en retard. Porte la robe bleu marine que je t'ai achetée et l'écharpe. Toujours l'écharpe. Il a dit, l'écharpe, comme si c'était une armure, comme si ce fin tissu de cachemire pouvait me protéger de son jugement. J'ai essayé d'en rire, mais ses yeux m'ont dit qu'il ne plaisantait pas. Pendant 2 ans, Daniel avait porté en lui à la fois l'amour et la peur. L'amour pour moi, la peur de sa mère. Il m'avait raconté des histoires sur sa langue acérée, comment elle avait réduit des partenaires commerciaux au bégaiement d'un seul regard. Elle ne se contente pas de juger le caractère, disait-il. Elle le dissèque. La semaine précédant le dîner fut un brouillard d'anxiété. Je travaillais mes heures habituelles, visitant les refuges locaux pour vétérans, prenant des nouvelles des résidents âgés, mais mon esprit était ailleurs. Chaque miroir devenait un tribunal. Chaque tenue semblait être une erreur potentielle. J'adorais mon travail à Connect Hope, une petite organisation à but non lucratif à Hartford qui aidait les familles en difficulté et les vétérans à trouver un logement stable. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail honnête. J'avais vu plus de grâce dans les yeux d'un homme qui avait tout perdu que dans les sourires de salle de bal des riches. Pourtant, je savais que Margaret ne le verrait pas de cette façon. Le vendredi après-midi, j'avais tout planifié à la minute près, train à 15h45, taxi à 16h35, arrivée à 16h50 pile, dîner à 17h. J'avais même imprimé l'itinéraire au cas où mon téléphone mourrait. J'ai repassé ma robe bleu marine, ciré mes chaussures, et enroulé soigneusement l'écharpe autour de mon cou. Elle était douce, chère, et ne me ressemblait absolument pas. Daniel avait dit que sa mère apprécierait le détail. Je voulais lui dire qu'elle apprécierait peut-être une personne qui travaillait pour des gens qui ne possédaient pas d'écharpe, mais j'ai ravalé cette pensée. Quand je me suis regardé dans le miroir avant de partir, j'ai à peine reconnu la femme qui me faisait face. Tout était soigné, parfait, calculé. Mais sous cette carapace polie, mon estomac se tordait en une rébellion silencieuse. J'ai pris le train de 15h45, mon cœur battant à chaque arrêt. À travers la fenêtre, la campagne du Connecticut se transformait en un flou d'or et de verre. J'essayais de calmer ma respiration. Ce n'est qu'un dîner, me disais-je. Juste un dîner. Je suis arrivé à la petite gare de banlieue avec 15 minutes d'avance. L'air était vif, celui qui sent légèrement la fumée de bois et l'herbe coupée. Un taxi attendait, mais pour une raison quelconque, je ne suis pas monté. J'avais besoin d'une minute pour respirer,
pour marcher, pour penser, pour ressentir autre chose que de l'effroi. Alors j'ai commencé à marcher vers le domaine. Le quartier était comme un autre monde. Des avenues bordées d'arbres. Des portails en fer forgé et des pelouses si vastes qu'elles pourraient contenir tout mon immeuble. Je serrais le bouquet que j'avais acheté pour Margaret, des lys blancs. Sobre mais élégant. Après 10 minutes de marche, je suis passé devant une petite épicerie au coin de Ménéache. Dans la vitrine, un étalage de citrouilles et de prospectus de Thanksgiving donnait au monde un air plus simple, plus bienveillant. J'ai réalisé que j'avais oublié un sac cadeau pour les fleurs, alors je suis entré rapidement, espérant en trouver un. La file d'attente était lente, l'air rempli du doux bip des scanners et du bruit des chariots. C'est là que je l'ai remarqué, une femme âgée à l'avant, fouillant dans son sac à main, s'excusant alors que des pièces tombaient sur le comptoir. Le ton du caissier était sec. « Madame, il vous manque de l'argent. Le total est de 147,86 $. La voix de la femme tremblait. Je pensais que ma carte couvrirait ça. Les gens derrière elle s'agitaient, impatients. J'ai regardé ma montre, 16h44. Je pouvais encore y arriver si je me dépêchais. Puis je l'ai regardée à nouveau. Ses mains tremblaient. Elle portait un manteau délavé et des chaussures qui avaient vu trop d'hiver. Ses yeux, fatigués mais doux, ont croisé les miens un bref instant. Quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste fait un pas en avant. Ce n'est pas grave, dis-je doucement. Je vais payer. La femme se figea. Oh non, ma chère. Vous ne pouvez pas. Ce n'est rien, insistai-je. S'il vous plaît. Le caissier a passé ma carte avant qu'elle ne puisse protester. 152 $. La femme me regarda, déconcertée, des larmes se formant au coin de ses yeux. Les gens ne font plus ça de nos jours, murmura-t-elle. J'ai souri. Il devrait. Je lui ai tendu le reçu et me suis écarté, prenant soudain conscience de l'heure. 16h49, mon cœur fit un bond. J'étais officiellement en retard. Je me suis précipité hors du magasin, le bouquet à la main, l'écharpe flottant dans le vent d'automne, sans savoir que mon petit acte de gentillesse venait de réécrire l'histoire de ma vie. S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant dans l'action sociale, c'est que les plans ne signifient rien quand la vie décide de tester vos valeurs. Et cet après-midi-là, au milieu d'une épicerie, la vie a décidé de tester les miennes. L'horloge de mon téléphone affichait 16h41. J'étais encore convaincu de pouvoir arriver à temps au domaine des Huxley. La gare était à moins de 2 kilomètres, et l'air d'automne apaisait mes nerfs. Je venais d'acheter un petit bouquet de lys, une offrande de paix, espérais-je, pour la femme redoutable que j'allais rencontrer. Pendant que je marchais, le monde autour de moi semblait trop parfait pour être réel. Des clôtures blanches, des pelouses manucurées, et des boîtes aux lettres en forme de manoir miniature. Même la brise sentait cher. Mais sous cette surface calme, mes pensées s'agitaient comme une tempête. Chaque phrase que Daniel avait prononcée cette semaine résonnait dans ma tête. Elle déteste le retard. Ne parle jamais de charité. Tout est un test. Je répétais ces règles comme un chapelet, espérant qu'elles me protégeraient. C'est alors que j'ai vu la petite épicerie, une chaîne locale appelée Art & Home Market, ses vitrines remplies de tartes à la citrouille et de décorations de Thanksgiving. J'ai remarqué un présentoir de sacs cadeaux près de la porte, et je me suis souvenu du bouquet dans ma main. Un cadeau semble nu sans sac, disait ma mère. Alors, je suis entré. Le magasin était chaleureux, lumineux, et vibrait au rythme tranquille de la vie ordinaire, des roues de chariot, des caisses qui grincent, des bips, une radio jouant une douce chanson country. C'était un monde à part des salles de marbre dans lesquelles j'allais bientôt entrer. J'ai trouvé un simple sac cadeau argenté, j'ai payé, et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu une voix devant moi, douce, pleine d'excuses, et tremblante. Je suis désolé, mon cher. Je pensais que ma carte passerait. Au comptoir, une femme âgée se tenait là, serrant quelques articles, du lait, du pain, des pommes, une petite dinde congelée. L'expression du caissier était tendue, une impatience bien rodée. « Madame, ça fait 147,86 $, dit-il sèchement. Il en manque. La femme ouvrit à nouveau son portefeuille usé, les doigts tremblants. Elle regarda autour d'elle, embarrassée, murmurant « Je peux remettre quelque chose. » La file derrière elle s'agita, murmurant. Quelqu'un soupira bruyamment.
Je me suis figé, mon pouce accélérant, non pas par jugement, mais par reconnaissance. J'avais vu cette scène trop de fois au travail, le désespoir silencieux de quelqu'un qui choisit entre la fierté et la faim. Mon instinct me hurlait d'aider, mais la voix de Daniel a tranché comme une lame. Ne sois pas en retard. N'aie pas l'air faible. Elle ne le pardonnera jamais. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 16h46, j'avais 14 minutes. 14 minutes pour protéger mon avenir ou mon humanité. Ma main se resserra sur le bouquet. Mon estomac se noua. Je sentais le vieux réflexe, la compassion, lutter contre le nouveau, la peur du jugement. Puis j'ai regardé son visage. Pas les mains tremblantes, ni le manteau usé. Ses yeux, clairs, d'un bleu délavé comme le ciel avant le crépuscule. Il y avait une dignité tranquille en elle. Elle ne suppliait pas. Elle était juste fatiguée d'être invisible. Ça a suffi. Je me suis avancé. Ce n'est rien, dis-je doucement en sortant ma carte. Je vais m'en occuper. Le caissier cligna des yeux, surpris. La femme haleta. Non, non, ma chère. Je ne peux pas vous laisser faire. Ce n'est rien, dis-je en souriant. On a tous besoin d'un coup de main parfois. Le caissier haussa les épaules, passa la carte et dit, approuvé. 150 $ et 12 cents. La femme se tourna vers moi, la voix brisée. Vous ne me connaissez même pas, je n'ai pas besoin, dis-je. Elle tendit la main et serra la mienne, sa peau était fraîche, sa prise tremblante. Les gens ne remarquent plus, d'habitude, murmura-t-elle. Merci. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Prenez soin de vous, madame. Dehors, le soleil avait baissé, l'air était vif avec le froid du soir. J'ai regardé mon téléphone. 16h52, la panique m'a saisi. J'étais en retard. Vraiment en retard. J'ai presque couru dans la rue tranquille. Le bouquet pressé contre ma poitrine, l'écharpe flottant derrière moi. L'ironie ne m'a pas échappé. Je travaillais chaque jour pour enseigner la compassion, et la première fois que je la vivais pour moi-même, cela pouvait tout me coûter. Mais une partie de moi se sentait étrangement calme, comme si quelque chose à l'intérieur s'était enfin aligné. La marche vers le domaine devint surréaliste, de grands chênes projetant de longues ombres, le bourdonnement du trafic lointain s'évanouissant dans le silence. Je pouvais voir les grilles du manoir devant moi, en fer forgé et or, brillant comme un jugement. Un instant, le doute m'a assailli. Et si Daniel avait raison? Et si sa mère me voyait comme une autre idiote au cœur tendre, une assistée en talons hauts? Mais ensuite, j'ai pensé aux yeux de la femme, à la façon dont il s'était adouci quand j'ai payé sa note, à la façon dont la gentillesse avait brièvement dissipé son embarras. J'ai ajusté mon écharpe, relevé le menton, et continué à marcher. L'allée menant au domaine Huxley s'étendait à l'infini, flanquée de haies imposantes et de statues de marbre qui semblaient observer chacun de mes pas. L'air devint plus froid, plus vif, empli d'une odeur de pain et de richesse. Quand j'ai atteint les marches, Daniel faisait les 100 pas dehors, regardant sa montre. Il leva les yeux et se figea en me voyant. Son expression passa du soulagement à la fureur en un instant. « Anna, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» J'ai essayé de reprendre mon souffle. J'ai marché. Il y avait une femme au magasin. Il m'a coupé la parole. « Tu es en retard. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie ?» J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Mon écharpe a légèrement glissé de mes épaules alors qu'il me regardait, exaspéré. « Tu es agité, dit-il. Et où est l'écharpe que je t'ai dit de porter ?» J'ai cligné des yeux, confuse, puis j'ai réalisé que je l'avais enroulée autour des épaules de la vieille femme en sortant du magasin. « Je l'ai donnée, dis-je tranquillement. Elle avait froid. Le visage de Daniel se crispa. « Tu as donné une écharpe à 700 $ à une inconnue avant de rencontrer ma mère. » J'ai senti la piqûre de son ton, mais en dessous, j'ai vu autre chose. La peur. La peur de la désapprobation. La peur de ne pas être à la hauteur. « Je suis désolé, dis-je doucement. Je ne pouvais tout simplement pas passer sans rien faire. » Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Tu ne comprends pas, Anna. Ma mère ne pardonne pas les erreurs. Et toi, tu arrives en retard, sans la seule chose qui te donnait l'air respectable. » Ces mots m'ont blessé profondément, mais quelque chose en moi a refusé de plier cette fois.
Si aider quelqu'un me rendait non respectable, alors peut-être que cela me convenait. Je l'ai suivi sur les marches, le cœur battant, le bouquet tremblant légèrement dans ma main. Les grandes portes en chêne se dressaient devant nous, polies à la perfection. Alors que le majordome les ouvrait, j'ai aperçu mon reflet dans le verre. Ce n'était plus la femme parfaite que Daniel avait entraînée pour la présentation, mais quelqu'un qui avait choisi la gentillesse plutôt que la convenance. Et quelque part au fond de moi, j'espérais que ce choix signifiait encore quelque chose dans ce monde. Les doigts de Daniel se resserrèrent sur mon poignet alors que le majordome disparaissait dans le couloir, sa voix basse mais assez tranchante pour couper. 17 minutes, Anna. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? L'écho de ces mots rebondit sur le hall en marbre, se mêlant au doux tic-tac d'une horloge ancienne quelque part au fond de la maison. Je pouvais sentir l'odeur du vernis, de l'argent et de la peur, celle qui ne vient pas du danger, mais de la déception du pouvoir. Je t'avais dit qu'elle jugeait tout, siffla Daniel. La première impression est tout pour elle. Autant entrer pieds nus. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais il ne m'en a pas laissé l'occasion. Et où est l'écharpe? Ne me dis rien. J'ai hésité, serrant le bouquet plus fort. Je l'ai donné à quelqu'un qui en avait plus besoin. Ses yeux s'écarquillèrent comme si j'avais avoué un crime. À une inconnue dans la rue. Tu es incroyable. Daniel, commençai-je prudemment. Elle avait si froid. Je ne pouvais pas simplement. Tu aurais pu réfléchir pour une fois. Ce n'est pas un de tes cas de charité, Anna. C'est ma mère. Les mots me piquèrent. Pas seulement leur cruauté, mais la vérité qu'ils révélaient. Quelque part en chemin, Daniel avait cessé de voir la gentillesse comme une force. Il la voyait comme une faiblesse, quelque chose à cacher, dont il fallait s'excuser. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu le garçon effrayé derrière le costume coûteux, l'homme qui avait passé sa vie à essayer de plaire à quelqu'un qui ne souriait jamais. Je suis désolé, dis-je calmement. Mais si ta mère ne peut pas me pardonner d'être en retard parce que j'ai aidé quelqu'un, alors peut-être que ce dîner en dit plus sur elle que sur moi. Il tressaillit. Ne dis pas ça, Anna. S'il te plaît, laisse-moi juste parler ce soir. Le majordome réapparut. Madame Huxley va vous recevoir maintenant. Les mots portaient le poids d'un verdict. Nous le suivîmes à travers un couloir bordé de portraits, des hommes sévères, des femmes élégantes, tous peints avec les mêmes yeux froids et observateurs. Chaque pas que je faisais résonnait plus fort que le précédent. Je me sentais comme une intruse dans un musée du jugement. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent sans un bruit. C'était comme entrer dans un autre siècle. Un lustre scintillait au-dessus d'une longue table en acajou dressée pour trois. L'argenterie brillait. Un feu crépitait doucement dans la cheminée en marbre, plus pour l'ambiance que pour la chaleur. Et à l'extrémité de la table était assise Margaret Huxley. Elle était plus âgée que je ne l'imaginais, peut-être à la fin de la soixantaine, mais saisissante. Des cheveux argentés en un chignon impeccable, une posture droite comme un i, des yeux d'un gris pâle et perçant. Elle semblait taillée dans la même pierre que le manoir lui-même. Son regard passa de Daniel à moi, évaluant, calculant. Je m'attendais à une désapprobation froide, peut-être un sourire poli, mais ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Une reconnaissance. Une fraction de seconde, son expression s'est adoucie si rapidement que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Mais ensuite, elle a détourné le regard, cachant quelque chose derrière ce calme parfait. « Mère, dit Daniel, se forçant à être joyeux. Voici Anna Walker. » Madame Huxley hocha la tête une fois, sa voix calme mais sèche. « Mademoiselle Walker, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Son ton donnait l'impression que « beaucoup » était une accusation. « Merci de me recevoir, Madame Huxley. » Ma voix était stable, même si mes mains ne l'étaient pas. « C'est un honneur. » Nous nous sommes assis. Le majordome a versé du vin, du genre qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. J'ai attrapé ma serviette et je me suis figé. Là, posé sur le dossier de la chaise de Madame Huxley, il y avait quelque chose que j'ai reconnu instantanément. Mon écharpe. La même écharpe en cachemire bleu marine que j'avais donnée à la femme devant l'épicerie une heure plus tôt. Ce n'était pas possible. Mon esprit cherchait une explication logique. Peut-être qu'elle avait acheté la même. Peut-être que c'était une coïncidence. Mais non, le coin effiloché, le petit accroc dans le tissu où il s'était pris dans mon bracelet, c'était la mienne.
J'ai dû pâlir car Daniel me regarda d'un air interrogateur. Anna? Tout va bien, murmurai-je, les yeux toujours fixés sur l'écharpe. Madame Huxley remarqua mon regard. Lentement, elle ajusta le tissu autour de ses épaules, ses lèvres s'incurvant en ce qui ressemblait presque à un sourire. Nuit fraîche, dit-elle nonchalamment. Oui, réussis-je à dire. En effet. Le dîner commença en silence, ponctué seulement par le doux cliquetis de l'argenterie et les pas feutrés du majordome. La nourriture semblait exquise, du canard rôti, des légumes délicats, mais je ne pouvais rien goûter. Tous mes sens étaient embrouillés par la confusion. Avait-elle été la femme du magasin? Le tremblement de ses mains, le même léger enrouement dans sa voix. Tout correspondait, et pourtant c'était impossible. Pourquoi une millionnaire prétendrait-elle être quelqu'un qu'elle n'était pas? Margaret m'étudia par-dessus son verre, ses yeux indéchiffrables. Daniel me dit que vous travaillez dans l'action sociale. Oui, madame, dis-je, en prenant soin de garder ma voix égale. Nous aidons les familles dans le besoin, principalement des vétérans, des gens qui sont passés à travers les mailles du filet. Une noble cause, dit-elle froidement, bien que j'ai toujours cru que la charité fonctionne mieux quand les gens apprennent à s'aider eux-mêmes. Je souris faiblement. Parfois, ils ont juste besoin d'un peu de chaleur pour commencer. Son regard s'aiguisa très légèrement. La chaleur, répéta-t-elle. Oui, une denrée rare de nos jours. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de sous-entendus. Daniel essaya de réorienter la conversation vers un terrain plus sûr, les tendances du marché immobilier, mais sa mère répondit à peine. Son attention resta fixée sur moi, calme et inébranlable. Au dessert, mes nerfs étaient à vif. Je n'avais jamais été aussi consciente de chacun de mes mots, de chacun de mes mouvements. La seule chose qui me maintenait ancré était cette écharpe, ses plis doux reposant comme un secret entre nous. Quand le majordome débarrassa les assiettes, Madame Huxley posa ses mains sur la table, ses bagues captant la lumière. Mademoiselle Walker, dit-elle, j'imagine que cette soirée a été plutôt stressante pour vous. Oui, madame, admis-je, un peu. Elle hocha lentement la tête. Je trouve que les gens révèlent qu'ils sont sous pression. N'êtes-vous pas d'accord? J'ai dégluti difficilement. Je suppose que oui. Ses yeux s'adoucirent à nouveau, juste un scintillement, disparut aussi vite qu'il était apparu. Bien, car ce soir, ma chère, n'est que le commencement. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire, mais la façon calme dont elle l'a dit m'a glacé plus que n'importe quelle menace. Au moment où Madame Huxley a dit « Ce soir n'est que le commencement », les cristaux du lustre ont capté la lumière du feu et l'ont dispersé comme du verre brisé. Je pouvais sentir la tension de Daniel irradier à côté de moi, une vibration constante de peur qui rendait même la respiration difficile. Le majordome débarrassa les assiettes, et le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine sonna comme la fermeture d'une porte de tribunal. Madame Huxley se leva de sa chaise avec une lente précision, l'écharpe tombant légèrement sur ses épaules. « Venez », dit-elle en faisant un geste vers le salon attenant. « Nous prendrons notre café près du feu. » Son ton indiquait clairement que ce n'était pas une suggestion. Le salon était magnifique, des murs couverts de peinture à l'huile, des étagères de livres reliés en cuir, et un piano à queue qui semblait intact. L'odeur de cire et de vieille fortune emplissait l'air. Elle me fit signe de m'asseoir sur le canapé en velours. Daniel se percha rigidement à côté de moi, les mains jointes comme un enfant réprimandé. « Je crois comprendre, commença-t-elle, que vous travaillez pour une organisation caritative. » Le mot « caritative » s'attarda dans sa bouche comme si elle goûtait quelque chose d'un peu acide. « Oui, madame, dis-je. Nous aidons les familles en difficulté, principalement des vétérans. » Ah, dit-elle en remuant lentement son café. Des gens qui ont fait de mauvais choix, je suppose. J'ai dégluti, en gardant un ton poli. Certains oui, d'autres ont simplement manqué de chance. Ses yeux croisèrent les miens, vifs, intelligents, et étrangement familiers. Et vous pensez que la gentillesse peut les réparer? Je pense que la gentillesse est la seule chose qui le puisse, dis-je avant de pouvoir me retenir. Le talon de Daniel pressa discrètement le mien, un avertissement, mais Madame Huxley se contenta de sourire faiblement, presque pour elle-même. Vous êtes idéaliste, murmura-t-elle. L'idéalisme est dangereux dans cette famille. Le feu crépita, envoyant une étincelle dans la cheminée. J'étudiai son visage à la lumière. La ressemblance avec la femme de l'épicerie était maintenant indéniable, les mains délicates, le léger tremblement,
la même douceur derrière l'acier. Tout mon instinct criait que c'était elle. Pourtant, pourquoi aurait-elle été là, me testant comme un personnage de fable? Le silence s'étira. Finalement, elle dit, « Croyez-vous au destin, mademoiselle Walker ?» Je ne suis pas sûr, admis-je. Je crois que les gens se croisent pour une raison. Ses lèvres s'incurvèrent. Moi aussi. Daniel intervint rapidement, désespéré de réorienter la conversation. Mère, Anna vous a apporté quelque chose. Il attrapa le bouquet sur la table d'appoint et le lui tendit comme une offrande de paix. Des lys blancs, vos préférés. Madame Huxley les accepta d'un signe de tête. Puis elle les posa sans les sentir. Charmant, dit-elle d'un air absent. Daniel, mon cher, irais-tu chercher une autre bouteille de vin? La porte de la cave est juste à côté du hall. Il hésita. Mère. Ce n'était pas une question, dit-elle, les yeux ne me quittant jamais. Quand il partit, la pièce parut soudain plus petite. Le feu chuintait doucement. Elle se tourna complètement vers moi, joignant ses mains sur ses genoux. Dites-moi, Anna, dit-elle d'une voix calme mais autoritaire, qu'avez-vous fait en venant ici? Mon cœur rata un battement. Pardon? Vous vous êtes arrêté quelque part. Son regard ne faiblit pas, un magasin, peut-être. Mon pouce accéléra. Oui, en effet. J'avais besoin d'un sac à dos. Et, insista-t-elle doucement, comme un chirurgien demandant la vérité. J'ai hésité. Il n'y avait aucune raison de mentir, mais quelque chose dans son ton m'avertissait que c'était un piège. Il y avait une femme âgée, dis-je finalement. Elle ne pouvait pas payer ses courses, alors je l'ai aidée. Les yeux de Madame Huxley s'adoucirent. Aider? Répéta-t-elle. Vous voulez dire que vous avez payé? Oui, 150 $. Elle hocha lentement la tête, la plus faible lueur de satisfaction traversant son visage. C'est beaucoup d'argent pour une inconnue. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir le choix, dis-je tranquillement. La plupart des bonnes actions n'en sont pas, répondit-elle. La porte s'ouvrit. Daniel revint, une bouteille tremblant légèrement dans sa main. La voici, dit-il, forçant un sourire. Madame Huxley se leva. Merci, mon cher. Serre-nous, veux-tu? Alors qu'il se penchait pour le faire, elle se tourna de nouveau vers moi. Anna, savez-vous ce que j'admire le plus chez les gens? Je secouai la tête. La constance, dit-elle. La façon dont quelqu'un se comporte quand personne d'important ne regarde. Daniel eut un rire gêné. Mère, je suis sur Cana. Tais-toi, Daniel, dit-elle sèchement. L'air sembla se figer. Tu m'as dit qu'elle était en retard. Son visage s'empourpra. Oui, mais... Ce n'était pas en retard parce qu'elle s'est arrêtée pour aider une inconnue, termina-t-elle pour lui, son regard ne quittant jamais le mien. Lui as-tu raconté cette partie? Daniel la fixa, la confusion envahissant son visage. Comment as-tu? J'étais là, dit-elle simplement. J'étais la femme au magasin. La pièce tomba dans le silence. Je n'entendais que le doux crépitement du feu et le lointain tic-tac de l'horloge. Daniel cligna des yeux, ne comprenant pas. De quoi parles-tu? Elle se tourna légèrement, ajustant l'écharpe autour de ses épaules, la même écharpe bleu marine que j'avais donnée quelques heures plus tôt. Je voulais voir quel genre de personne mon fils épousait. Et maintenant, je sais. Je restai assise, figée, les mots emmêlés dans ma gorge. Madame Huxley continua, sa voix stable mais teintée de quelque chose de presque tendre. Vous ne saviez pas qui j'étais, pourtant. Vous avez donné le peu que vous aviez sans hésitation. Vous avez échoué au test de ponctualité de mon fils, mademoiselle Walker. Mais vous avez réussi le mien. La bouche de Daniel tomba. Tu lui as tendu un piège. J'ai observé, corrigea-t-elle calmement. Et j'en ai appris plus en 10 minutes que tu ne m'en as montré en 35 ans. Il pâlit, baissant les yeux vers le sol. Madame Huxley se tourna de nouveau vers moi. La gentillesse est rare chez les ambitieux. Ne laissez jamais personne vous convaincre que c'est une faiblesse. Ces mots m'inondèrent comme une lumière chaude perçant une tempête. Pour la première fois de la soirée, je me sentis vu, non pas comme quelqu'un qu'on jugeait, mais comme quelqu'un qu'on comprenait. Merci, murmurai-je. Elle sourit, un vrai sourire cette fois. Non,
ma chère, merci à vous. Maintenant, et si nous dînions convenablement? J'ai hoché la tête, tremblant encore légèrement, et je l'ai suivi vers la longue table qui brillait comme un miroir. Derrière nous, Daniel traînait en silence, le son de ses pas, petit et incertain, sur le sol en marbre. La nuit ne faisait que commencer, mais je sentais déjà qu'elle se terminerait très différemment de ce que nous avions tous imaginé. Les jointures de Daniel blanchirent autour de son verre de vin. Il regardait sa mère, puis moi, sans voix, comme si toute sa compréhension de la soirée venait de s'effondrer. Un instant, personne ne parla. Seul le faible crépitement du feu et le tic-tac de l'horloge comblaient le silence. Madame Huxley, non, Margaret, comme je l'appelais maintenant en pensée, restait parfaitement calme. Elle semblait presque sereine, ses yeux brillants d'un mélange d'amusement et de justification. « Je voulais voir qui mon fils épousait, dit-elle. Et je voulais voir qui vous étiez quand personne ne regardait. » La mâchoire de Daniel se serra. « Alors tu t'es déguisée, mère? C'est de la folie. » Margaret haussa un sourcil. « Vraiment? J'ai passé ma vie entourée de gens qui sourient quand j'entre dans une pièce et qui médisent dès que je la quitte. Tu ne peux pas imaginer les masques que j'ai vus, Daniel. Alors oui, je préfère parfois rencontrer les gens quand ils croient que je ne suis personne. » Je suis resté figé, chaque battement de cœur bruyant dans mes oreilles. Mon écharpe, ma petite écharpe ordinaire, toujours drapée sur ses épaules comme une couronne. La femme que j'avais plainte dans le magasin n'avait jamais eu besoin de mon aide. Mais d'une manière ou d'une autre, elle m'avait quand même mise à l'épreuve. Margaret se tourna de nouveau vers moi. « Dites-moi, Anna, pourquoi l'avez-vous fait? Vous ne saviez pas qui j'étais. » J'ai hésité, cherchant des mots qui ne sonnaient pas préparés. « Parce qu'elle avait l'air d'avoir besoin d'aide, dis-je finalement, et parce que ça ne m'a rien coûté d'important. » Ses lèvres tressaillirent, un très léger sourire. « Vous seriez surprise du nombre de personnes qui ne peuvent pas en dire autant. » Daniel passa une main dans ses cheveux, la voix tremblante. « Mère, c'est cruel. Tu l'as fait se sentir comme si elle avait échoué. » « Elle n'a pas échoué, » interrompit Margaret. « Elle a réussi. C'est toi qui as échoué, Daniel. Tu as laissé la peur te rendre cruel. Tu lui as appris à cacher sa bonté alors que tu aurais dû en être fier. » Son visage devint rouge, un mélange de honte et de colère. « Ce n'est pas juste. »« Oh, c'est parfaitement juste, » dit-elle, son ton doux mais tranchant. « Tu as passé toute ta vie à essayer de m'impressionner avec la perfection, alors que tout ce que j'ai toujours voulu, c'était de la sincérité. » L'air s'épaissit. Je sentais Daniel se recroqueviller à côté de moi, se retirant derrière son silence, mais je ne pouvais pas détourner le regard d'elle. Il n'y avait plus de malice dans ses yeux maintenant, seulement la vérité. Margaret soupira, comme si elle libérait des années de déception. « Vous me rappelez quelqu'un, » me dit-elle tranquillement. « Mon mari, avant l'argent, avant le pouvoir, il croyait en les gens. Il disait toujours, la gentillesse est le seul investissement qui ne perd jamais de sa valeur. Je suppose que je voulais voir si quelqu'un vivait encore selon cette règle. J'ai dégluti difficilement. Je ne voulais rien prouver, ni réussir, ni échouer, dis-je. Je ne pouvais tout simplement pas passer mon chemin. C'est exactement pourquoi vous avez réussi. » Son regard s'adoucit encore plus, et pour la première fois, je vis la chaleur que Daniel avait dû connaître enfant, avant que la richesse ne la durcisse hors de portée. Le majordome entra discrètement, remplissant les verres, mais la tension dans la pièce était palpable. Quand il partit, Margaret se leva de nouveau, retirant l'écharpe de ses épaules. Elle la plia soigneusement, puis la posa sur la table devant moi. « Ceci est à vous, » dit-elle. Je crois qu'elle appartient désormais à la bonne personne. Je la regardai, encore chaude de sa peau, et murmurai, « Vous n'étiez pas obligé. » Elle secoua la tête. « Si, car ce soir, il ne s'agissait pas que vous me rencontriez. Il s'agissait que je vous rencontre. » Daniel s'affaissa sur sa chaise, sa voix à peine audible. « Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu pardonnes simplement son retard et tu fais comme si de rien n'était. » Les yeux de Margaret brillèrent. « Lui pardonner? Je devrais la remercier. Elle m'a rappelé à quoi ressemble la décence. Quelque chose que je crains d'avoir presque oublié. » Daniel expira brusquement, se frottant les tempes. « Je n'arrive pas à y croire. »« C'est ton problème, dit-elle doucement.
Tu penses encore que c'est une question de croyance. C'est une question de valeur. Elle se tourna de nouveau vers moi. Vous voyez, Anna, quand on a vécu assez longtemps dans des pièces comme celle-ci, on commence à oublier la texture de la vraie gentillesse. On commence à confondre l'obéissance avec la bonté. Ce soir, vous m'avez rappelé que la compassion existe encore. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci, Madame Huxley. S'il vous plaît, dit-elle doucement. Appelez-moi Margaret. Vous avez bien mérité cela. Daniel la fixa, stupéfait. Toi? Comment ça, elle l'a mérité? Margaret tourna son regard vers lui, et le froid revint dans sa voix. Si tu souhaites garder ta place dans cette famille, Daniel, apprends à voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils portent. Il détourna le regard, honteux. Margaret attrapa de nouveau sa tasse, son ton s'adoucissant. Anna, je sais que cette soirée a dû être éprouvante, mais j'espère que vous comprenez pourquoi je l'ai fait. Je comprends, dis-je. Et à ma grande surprise, je le pensais vraiment. Vous vouliez savoir si je me soucierais des autres quand ce n'était pas pratique. Elle sourit, un peu tristement. Exactement. Et maintenant, je sais. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était comme une expiration. La fin de quelque chose de fragile laissant place à la vérité. Après un long moment, elle dit, « Et si nous recommencions ?» J'ai hoché la tête. J'aimerais beaucoup. Elle tendit la main à travers la table. Je la pris. Sa poignée était ferme, sa paume chaude. L'écharpe entre nous semblait être un pont, doux et familier. Daniel releva enfin la tête, les yeux humides d'excuses inexprimées. Mais avant qu'il ne puisse parler, sa mère dit tranquillement, « Le dîner est servi. » Et juste comme ça, la tension se brisa. Le majordome ouvrit les portes pour révéler un deuxième plat, de l'agneau rôti, des bougies vacillant le long de la table. L'air semblait plus léger, plus chaud. Alors que nous nous rasseyions, Margaret me jeta un coup d'œil. « Vous voyez, Anna, dit-elle, sa voix plus douce. Le monde a beaucoup de gens riches. Ce qui lui manque, ce sont des gens dont le cœur reste généreux même quand personne ne regarde. » Ces mots me sont restés longtemps après que la dernière assiette fut débarrassée et que le feu se soit éteint. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit allait devenir un tournant, non seulement pour Daniel ou pour elle, mais pour nous tous. Le dîner reprit, mais rien n'y semblait ordinaire. L'air dans la vaste salle à manger portait un poids différent, non plus de tension, mais de révélation. La lumière du feu chatoyait sur la longue table en acajou, projetant des halos dorés sur les verres en cristal. Margaret Huxley, la femme qui avait terrifié Daniel pendant des années, n'était plus seulement un symbole de richesse ou de jugement. Elle était humaine, d'une manière poignante. Je jetai un coup d'œil à Daniel. Il était assis, petit sur sa chaise, les épaules affaissées, les yeux allant de moi à sa mère, comme un homme essayant de comprendre une langue qu'il n'avait jamais apprise. Sa fourchette racla la porcelaine. « Je n'arrive pas à y croire, » marmonna-t-il, surtout pour lui-même. Margaret ne leva pas les yeux de son assiette. « Tu as passé trop d'années à croire aux mauvaises choses. » Le majordome débarrassa le premier plat et le remplaça par une petite coupe de sorbet au citron. Le silence semblait fragile, comme du verre sous pression. Finalement, Margaret posa sa serviette soigneusement à côté de son assiette et regarda directement son fils. « Daniel, dit-elle doucement, sais-tu pourquoi j'ai cessé de faire confiance à ton jugement il y a des années ?» Sa voix se brisa. « Parce que j'ai épousé le mauvais genre de femme. » Ses sourcils se froncèrent, légèrement, déçus. « Parce que tu as cessé d'écouter ta propre conscience. Tu as commencé à vivre pour les apparences, pour la vie de la société, de n'importe qui, sauf le tien. » Elle se tourna vers moi. « Et vous, mademoiselle Walker, vous m'avez rappelé à quoi ressemble le caractère. » Ma gorge se serra. Je ne voulais rien prouver. « C'est exactement pourquoi vous l'avez fait, » dit-elle. Ce sont les gens qui ne le veulent pas qui, généralement, réussissent les tests les plus difficiles de la vie. La pièce devint silencieuse. Pour la première fois depuis mon arrivée, je ressentis de la chaleur, non pas du feu, mais de ses mots. Ils s'enfoncèrent profondément, doux, mais inébranlables. Daniel se frotta les tempes, la voix s'élevant. « Tu as testé tout le monde toute ta vie, mère. Les partenaires commerciaux, les parents, même moi. Personne ne peut jamais gagner avec toi. » Elle hocha la tête une fois. «
C'est vrai, parce que la plupart des gens veulent gagner pour eux-mêmes, pas pour quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça, mon cher garçon, qu'ils échouent toujours. Il la fixa, clignant rapidement des yeux. Et tu penses qu'elle est différente? Margaret sourit faiblement. Je ne pense pas, je sais. Sa certitude le fit taire. Je pouvais sentir sa honte irradier à travers la table. Pendant des années, Daniel avait été façonné par l'ombre de cette femme, plié par ses attentes, écrasé par son silence. Ce soir, cette ombre s'était enfin levée. Margaret se pencha en arrière, son regard s'adoucissant. « Te souviens-tu de ce que ton père disait » demanda-t-elle. Daniel hésita. « Que la vie est une compétition. » Elle inclina la tête. « Non, dit-elle. Le pouvoir sans empathie est la faillite de l'âme. Tu as hérité de son ambition, mais pas de sa sagesse. » Une larme coula sur la joue de Daniel. Il l'essuya rapidement, mais pas assez vite. Le ton de Margaret s'adoucit. « Daniel, mes tests n'étaient pas destinés à te briser. Ils étaient destinés à te réveiller. Le monde ne se souviendra pas de tes rapports trimestriels ou de ta ponctualité au dîner. Il se souviendra si tu as été gentil quand ce n'était pas pratique. » Il la regarda, puis la regarda vraiment, et pour la première fois cette nuit-là, je vis le garçon qu'elle avait autrefois aimé, avant que la peur ne remplace l'affection. Margaret se tourna de nouveau vers moi. « Anna, parlez-moi de votre travail. Celui dont il vous a dit de ne pas parler. » J'ai hésité. Daniel semblait mortifié. « Mère, s'il te plaît. »« Ce n'est rien, dis-je doucement. Je travaille pour Connect Hope. Nous aidons les vétérans, les parents célibataires, toute personne qui a du mal à se remettre sur pied. Parfois, cela signifie livrer des courses. Parfois, c'est juste écouter. » Margaret hocha lentement la tête, un intérêt sincère éclairant ses yeux. « Et comment financez-vous cette organisation ? » Nous comptons sur les dons, les subventions, les bénévoles, dis-je. Principalement des gens qui croient que la compassion n'est pas une faiblesse. Elle sourit à cela. Comme c'est rafraîchissant. Puis, se tournant vers Daniel, « Tu vois, mon fils. Voilà à quoi ressemble la force. Le courage de se soucier des autres. » Les épaules de Daniel tremblèrent. Sa voix se brisa. « J'avais si peur de te décevoir. Je pensais que tu voulais quelqu'un qui s'intégrerait à ton monde. Je voulais quelqu'un qui le changerait, dit-elle tranquillement. » Sa main traversa la table et couvrit la sienne. Pour la première fois de la soirée, il ne tressaillit pas. « Tu as passé des années à chercher mon approbation, » continua-t-elle. « Mais l'approbation ne vaut pas grand-chose. Ce que je voulais, c'était de la fierté. » Il hocha faiblement la tête, les yeux brillants. « Je comprends maintenant. » Elle sourit tristement. « Bien. Alors peut-être me pardonneras-tu la façon dont je t'ai testé toutes ces années. » Il expira, tremblant. « Si tu peux me pardonner la facilité avec laquelle je les ai échoués. » Il y eut un silence, long, lourd, et étrangement paisible. Margaret se pencha en arrière, son expression douce mais résolue. « Vous me rappelez tous les deux qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la bonne mesure de la valeur. » Le majordome remplit son verre. Elle n'y toucha pas. Au lieu de cela, elle me regarda de nouveau. « Anna, j'espère que vous ne changerez jamais. Le monde n'a pas besoin de plus de femmes parfaites. Il a besoin de femmes qui croient encore que la gentillesse a de l'importance. » J'ai dégluti difficilement. « Merci, madame. C'est la chose la plus gentille qu'on ne m'ait jamais dite. » Daniel me regarda, puis un regard différent, un mélange d'admiration, de culpabilité et de gratitude. Il murmura, « Je suis désolé. » Je tendis la main à travers la table, touchant doucement la sienne. « Moi aussi. » Margaret se leva, posant sa serviette à côté de son assiette. « Eh bien, dit-elle d'un ton léger. Je pense que c'est assez d'honnêteté pour une soirée. » Un léger rire chaleureux ondula dans la pièce, le genre qui suit des années de silence enfin brisé. Alors que nous nous levions, elle me jeta un dernier coup d'œil. « Anna, dit-elle, si jamais vous en avez assez du travail associatif, je pourrais avoir besoin de quelqu'un comme vous dans ma fondation. Elle a de nouveau besoin d'un cœur. » J'ai souri. Peut-être un jour, mais je pense que le monde a encore besoin de moi là où je suis. Alors restez, dit-elle doucement, et restez exactement comme vous êtes.
Elle attrapa son écharpe, celle que je lui avais donnée, et la plaça une fois de plus autour de ses épaules. Tous les cadeaux ne sont pas faits pour être rendus, murmura-t-elle presque pour elle-même. Pour la première fois, Daniel sourit, un petit sourire, mais réel. Tu l'as gardé. Je l'ai gardé, dit-elle, pour me rappeler que la richesse n'a d'importance que lorsqu'elle est chaleureuse. Cette phrase resterait avec moi pour le reste de ma vie. Les semaines qui suivirent furent comme un lever de soleil silencieux après une longue nuit sans sommeil. Le monde extérieur au manoir Huxley continua sa route, mais quelque chose à l'intérieur de chacun de nous avait changé pour toujours. Daniel appela sa mère le lendemain matin, non pas pour se disputer, mais pour s'excuser. Il lui dit qu'il comprenait enfin ce qu'elle avait essayé de lui apprendre toutes ces années. Elle ne répondit pas grand-chose, seulement qu'elle espérait qu'il commencerait à vivre selon ce qu'il prétendait maintenant comprendre. Il le fit, lentement, maladroitement, mais sincèrement. Pour moi, les jours reprirent leur rythme habituel, les matinées à Connect Hope, les réunions avec les donateurs, les visites à domicile chez les vétérans et les familles en difficulté. Mais tout semblait différent. Les visages que je rencontrais chaque jour paraissaient plus lumineux, leurs petites victoires plus profondes. La gentillesse avait toujours été mon travail. Maintenant, c'était comme ma vocation. Un mois plus tard, Margaret m'invita à déjeuner, juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille près du vieux palais de justice de la ville, loin des salles de marbre de son manoir. Elle ne portait aucun bijou, ni perles, ni écharpe, seulement un pull gris doux qui la faisait paraître presque ordinaire. « Je ne vous ai jamais remercié correctement, dit-elle dès que nous fûmes assises. J'ai souri. « Vous n'avez pas à le faire. »« Si, » insista-t-elle. « Vous m'avez rappelé que la gentillesse n'est pas censée être stratégique. » Quelque part en chemin, j'avais oublié cela. Elle remua son thé, pensive. Quand mon mari est mort, les gens autour de moi se sont divisés en deux catégories. Ceux qui voulaient du réconfort et ceux qui voulaient mon approbation. J'ai cessé de faire confiance aux deux. Mais ce jour-là, dans l'épicerie, quand vous ne saviez pas qui j'étais, vous m'avez donné quelque chose que je ne réalisais pas avoir perdu. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. La foi, dit-elle tranquillement. Que la bonté existe encore quand personne ne regarde. Nous sommes restés assises dans un silence confortable. Dehors, un homme aidait son père âgé à monter dans un taxi. Les yeux de Margaret les suivirent et s'adoucirent. « Avez-vous toujours l'écharpe » demandai-je avec un petit sourire. Elle hocha la tête. « Chaque soir, je l'accroche près de mon lit. Elle me rappelle que la générosité n'est pas toujours enveloppée de perfection. » Ces mots me réchauffèrent plus que le café dans mes mains. Ce week-end-là, Daniel et moi sommes retournés dans ma ville natale pour rendre visite à mes parents. Ils vivaient dans une modeste maison remplie de vieilles photographies et de l'odeur du pain frais. Daniel avait toujours redouté cette idée auparavant, il craignait que mon monde ne lui semble trop simple. Cette fois, il ne pouvait s'arrêter de parler avec eux. Il écouta les histoires de mon père, aida ma mère à réparer la clôture de son jardin, et rit pour la première fois depuis des semaines. Tard ce soir-là, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le soleil se coucher derrière les arbres, il se tourna vers moi et dit doucement, « Tu sais, je pensais que l'approbation de ma mère était la seule chose qui comptait. Mais cette nuit m'a montré autre chose. » Qu'est-ce que c'est ? Il sourit faiblement. On ne gagne pas l'amour en impressionnant les gens. On le gagne en faisant ce qui est juste quand personne ne s'y attend. Je pris sa main. Pour la première fois, nous étions égaux, non pas des partenaires divisés par la classe ou la peur, mais deux personnes essayant d'être meilleures qu'elles ne l'étaient la veille. Le jour de notre mariage n'eut pas lieu au domaine Huxley. Margaret insista là-dessus. Trop froid, avait-elle dit. Au lieu de cela, nous nous sommes mariés dans le jardin de mes parents, sous un dais de guirlandes lumineuses et de feuilles d'automne. C'était simple, calme et magnifique. Margaret arriva en avance, vêtue d'une robe bleu mariné, bien sûr, de la même écharpe en cachemire. Elle salua chaque invité, sourit pour chaque photo, et pleura doucement pendant les vœux. J'ai croisé son regard une fois, alors que Daniel me passait la bague au doigt. Elle a articulé les mots « Tu as réussi » et j'ai failli rire à travers mes larmes. Après la cérémonie, elle se leva pour porter un toast. Sa voix, stable et gracieuse, porta sur la petite foule. Il y a des moments dans la vie, dit-elle, où l'on nous demande de choisir entre ce qui semble correct et ce qui semble juste. Je croyais autrefois que le monde récompensait le correct. Maintenant, je sais qu'il se souvient du juste.
Elle leva son verre vers moi, à Anna, qui m'a rappelé que la gentillesse, lorsqu'elle est donnée librement, a une façon de revenir à la maison. Les invités applaudirent, mais je ne pouvais retenir la boule qui montait dans ma gorge. J'ai tendu la main pour toucher l'écharpe drapée sur ses épaules et j'ai murmuré, « Gardez-la. » Elle sourit. Oh, j'en ai bien l'intention. Cette nuit-là, alors que la musique s'estompait et que les lanternes se balançaient dans la brise fraîche, j'ai pensé à tout ce qui m'avait mené là. L'épicerie, la peur, le jugement, la révélation. Nous passons tant de tests dans la vie. Ceux écrits sur papier, ceux fixés par la famille, ceux qui se déguisent en rencontres fortuites. Mais les seuls tests qui comptent sont ceux que nous ne réalisons pas que nous passons. Ceux qui mesurent notre cœur quand personne d'autre ne regarde. Des années ont passé depuis ce jour, mais chaque fois que je vois quelqu'un en difficulté à une caisse ou frissonner à un arrêt de bus, je pense à Margaret, à Daniel, et à cette écharpe. Et je pense à la façon dont un petit acte de gentillesse a réécrit l'histoire de toute une famille. Alors, si vous écoutez cette histoire en ce moment, demandez-vous peut-être, qu'auriez-vous fait dans cette épicerie? Seriez-vous passé en vitesse, ou vous seriez-vous arrêté? Parfois, le choix le plus simple est celui qui change tout. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui croit en la bonté discrète, celle qui n'a pas besoin d'être vue pour compter. Et rappelez-vous, la gentillesse ne demande pas d'attention. Elle demande juste à être faite.